Et on va donc aller plus loin sur ce sujet avec notre invité ce soir, Daniel Keller. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, vous êtes président des anciens élèves de l'ENA. On le voit, l'exécutif lance 2 missions parallèles, l'une sur l'accès aux grandes écoles, l'autre autour de la fonction publique et de la suppression de l'ENA. Mais les deux ont clairement le même mot d'ordre, c'est ouvrir. Ouvrir à la diversité sociale, sociologique. Est-ce que déjà sur le principe, vous êtes d'accord avec cela ? Faire de la diversité sociologique une fin en soi me paraît contestable. Je crois qu'il faut avoir le courage de le dire. Et nous vivons dans un système méritocratique qui certainement est à réformer, mais je crains qu'en cherchant finalement à créer des passe-droits, on affaiblisse l'ensemble du système d'enseignement, de sélection des talents qui fait la force et le rayonnement de notre pays. Mais vous avez vu les chiffres comme moi, 19% de boursiers à l'école normale supérieure, 11% à Polytechnique, seulement 2% d'enfants d'ouvriers et d'employés dans la dernière promotion. Il y a un problème de diversité, il y a un problème d'élitisme, il y a un problème lié au milieu social dans lequel on évolue. On n'accède pas aux grandes écoles. Je vais prendre une image très simple. Vous êtes en train de pointer ce que j'appelle le sommet de la pyramide. Et ce n'est pas en s'attaquant au sommet de la pyramide que l'on va finalement transformer la pyramide. C'est à la base de la pyramide qu'il faut s'attaquer. Et je crains qu'hélas, quand on met en avant, comme on le fait aujourd'hui de manière très médiatique, la notion de discrimination positive, en fait, on reconnaisse implicitement l'échec du système méritocratique sur lequel notre enseignement devrait reposer. C'est un problème plus général, c'est ce que vous nous dites ? Oui, parce que c'est un problème qui commence effectivement, je dirais, dès l'école maternelle. Et si vous n'avez que très peu de fils et de filles d'ouvriers qui présentent le concours de l'école normale supérieure ou celui de Polytechnique, ça n'est pas en s'attaquant à ces concours-là qu'on va véritablement préserver l'excellence et la capacité que nous devons toujours avoir en tête, mais c'est en essayant de comprendre pourquoi, au lycée, au collège et dans l'école élémentaire, une inégalité se met en place et une sélection par l'échec se met en place au détriment de celles et ceux issus de milieux défavorisés. Alors, quelle solution vous proposez, vous ? Parce que vous avez des pistes, d'ailleurs, des idées. D'abord, je ne crois pas que ce soit une solution dont le terme puisse être atteint dans le cadre d'un simple mandat électoral. Soyons très clairs. Le constat que le Premier ministre fait, c'est la victoire posthume de Pierre Bourdieu. Les héritiers, tout y était déjà dit. Ce livre a plus de 50 ans. Donc, en fait, on ne fait aujourd'hui que dresser un constat qui est déjà très ancien. Bon. Donc, c'est un travail de longue haleine. Et si l'on veut effectivement restaurer l'école républicaine, il faudra de longues années de persévérance et de longs efforts. Et pourtant, le gouvernement veut aller vite. La ministre Frédérique Vidal attend des propositions fortes des directeurs de ces grandes écoles et elle menace de passer par la loi si des avancées ne sont pas réelles, concrètes et rapides. Les grandes écoles ont certainement d'excellentes idées pour apporter des éléments de réponse, bien entendu, à cette question. Alors, en tant qu'ancien élève de l'ENA, je vais vous faire part des idées que l'ENA a déjà mises en place, puisque cela fait maintenant plus de 10 ans que l'ENA a mis en place une classe préparatoire intégrée destinée aux jeunes issus de la diversité, de milieux défavorisés, de banlieues que la République a abandonnées. Sur 10 ans, ce sont plus de 140 jeunes qui sont passés par cette classe préparatoire intégrée. Tous, à peut-être une exception près, mais toutes et tous ont réussi ou un concours A+, certains ont même réussi l'ENA, ou ont réussi un concours catégorie A de la fonction publique. Donc, ce qu'a fait l'ENA depuis déjà 10 ans, que l'ENA amplifie, parce qu'une deuxième école, une deuxième classe préparatoire intégrée va se mettre en place à Strasbourg à la prochaine rentrée, ce qu'a fait l'ENA me semble être vertueux parce qu'on respecte l'esprit républicain. On donne aux jeunes issus de milieux qui n'ont pas les mêmes chances que les autres, les moyens de devenir aussi bons que les meilleurs étudiants qui rentrent à l'ENA. Pour être clair, est-ce que c'est proche de ce que fait Sciences Po Paris, de la discrimination positive ? Comment vous... Ça me paraît différent. Ça me paraît différent parce que la discrimination positive ne doit pas, comme ça a été dit d'ailleurs par le Premier ministre, déboucher sur un déclassement des concours qui seront mis en place. Je crois que, encore une fois,
Sciences Po est une très grande institution. Je crois qu'on peut difficilement comparer Sciences Po et l'ENA. Bon, voilà, on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. L'ENA, c'est un petit segment qui cherche à préparer environ entre 80 et 90 futurs hauts fonctionnaires qui vont servir la France. Donc on est sur de petites unités. Donc la discrimination positive, elle peut répondre à une situation à un instant T, de façon transitoire, mais je crois qu'à terme, c'est aussi une démarche qui risque d'aboutir à l'effet contraire que celui que l'on recherche. Dans une tribune au Figaro, l'essayiste Olivier Babot tire à boulet rouge sur cette discrimination positive. Il parle d'une bombe à déflagration et il ajoute « La fonction publique deviendrait le résultat d'un casting sexuel, social et ethnique ». Vous employeriez ce genre de mots ? Ça me paraît, disons, peut-être un peu excessif dans les termes, mais je reprends l'exemple de l'ENA. Bon, vous avez, dès l'origine, dès la création de l'ENA, un concours réservé à des étudiants, un concours réservé à des fonctionnaires. Le même concours, les mêmes épreuves. Un principe d'égalité républicaine. Mais déjà, une volonté d'ouverture à la diversité sociale, parce que le concours interne avait une vocation de promotion sociale. Et puis, le troisième concours. On parle rarement du troisième concours. Mais le troisième concours, il permet à des hommes et des femmes qui ont des expériences professionnelles très différentes de ceux qui passent le concours interne ou le concours externe, eh bien, de se présenter au concours de l'ENA. C'est un succès. Donc, on peut être capable d'ouvrir à la diversité sociologique les concours des grandes écoles, tout en respectant les principes d'égalité républicaine qui me semblent essentiels. Donc, à vous entendre, il n'y a pas de travail supplémentaire à faire de la part de ces grandes écoles. Vous nous dites, dans un premier temps, oui, c'est un problème lié à l'école républicaine, déjà, à la base, et qui commence dès la primaire. Mais en gros, les grandes écoles font déjà ce qu'il faut, ça suffit. Ce que les grandes écoles devraient faire, et là encore, l'ENA le fait à travers le réseau des anciens élèves de l'ENA, c'est que nous signons des conventions avec des associations de la deuxième chance ou de la troisième chance qui interviennent dans les banlieues difficiles, les territoires abandonnés. Et donc le rôle des grandes écoles, c'est que finalement les hauts fonctionnaires issus de l'ENA acceptent de donner un peu de leur temps pour aller dans des établissements scolaires, expliquer ce qu'est le métier de haut fonctionnaire, ce qu'est la voie de la fonction publique, pour redonner confiance à des jeunes, parce que je pense que c'est ça peut-être le principal échec. Redonner confiance à des jeunes qui estiment qu'il y a une sorte de plafond de verre qui les sépare de l'excellence. Un autre point précis sur lequel je voudrais vous interroger, Emmanuel Macron veut instaurer ce qu'on appelle le spoil system à la française. J'explique pour nos téléspectateurs, c'est le fait de nommer des fonctionnaires en phase avec la politique gouvernementale au poste clé de la haute administration française. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Il en a parlé avant d'accéder au pouvoir, il en a encore parlé récemment. Ce que vous appelez la haute administration française, pour prendre un sous-ensemble de cela, c'est 250 directeurs d'administration centrale. Il est clair que si parmi eux, il y en a qui ne sont pas en phase avec les orientations ou la volonté du gouvernement, il faut qu'ils fassent autre chose. Ça me paraît normal. Eh bien, c'est clair. Merci infiniment, Daniel Keller, d'avoir été notre invité dans l'entretien. Je rappelle que vous êtes donc président des anciens élèves de l'ENA. Merci à vous.